Voilà. Oui. Alors, à l'ordre, s'il vous plaît. Ayant constaté le quorum, je déclare la séance de la Commission des Transports et de l'Environnement ouverte. Je demande à toutes les personnes dans la salle de bien vouloir éteindre la sonnerie de leur téléphone cellulaire. La Commission est réunie afin de poursuivre les consultations particulières et auditions publiques à l'égard du projet de loi numéro 121, loi visant à améliorer la cohabitation entre les riverains de sentiers et les utilisateurs de véhicules hors route ainsi que la sécurité de ces utilisateurs. Monsieur le secrétaire, y a-t-il des remplacements? Oui, Madame la Présidente. Madame Ouellette Vachon est remplacée par Monsieur Cousineau-Bertrand. Merci. Alors, nous allons recevoir dans un premier temps le Centre québécois du droit de l'environnement, Maître Michel Bélanger qui en est administrateur et Monsieur Christian Simard qui l'accompagne, le directeur général de Nature Québec. Alors, bienvenue, messieurs. Vous avez 15 minutes pour nous faire votre présentation avant un échange avec les parlementaires qui peut être d'une durée de 45 minutes. À vous la parole. Bienvenue. Merci les parlementaires de nous inviter encore une fois pour discuter de ce sujet. Je pense que c'est la troisième fois qu'on... Et vous ne surprendrez pas qu'on n'a pas évolué non plus au niveau de notre pensée, tout de même que vous n'avez pas eu l'air d'évoluer beaucoup de votre côté non plus. Et j'en suis dans le mémoire, particulièrement sur la position qui est réitérée. C'est peut-être une partie importante du mémoire qu'on a fait et de la position qu'on veut vous présenter à l'effet que l'immunité qui est maintenue dans le projet de loi nous a semblé au départ en 2004 inacceptable et il nous semble tout aussi inacceptable encore aujourd'hui. On a pris connaissance des propos qui ont précédé le projet de loi, c'est-à-dire les travaux de la Commission qui ont abouti à un rapport sur le développement durable de la pratique en juin, qui expose un peu les paramètres nous amenant aujourd'hui ici à réitérer l'immunité de poursuite, qui, encore une fois, ne justifie pas une telle mesure selon nous. Ce qui nous apparaît un peu étonnant, c'est de prolonger jusqu'en 2017 cette immunité juridique. Qui, à notre avis, est certainement un non-incitatif à arriver à établir des pistes alternatives pour passer. D'ailleurs, on se rappellera qu'au départ, en 2004, cette mesure-là était présentée comme étant temporaire, de manière à nous permettre de négocier à travers le Québec de nouvelles pistes, sous prétexte qu'on avait une avalanche de recours qui attendait, pourtant c'est ma pratique essentiellement du recours collectif en environnement et je n'ai jamais eu un seul téléphone m'invitant à prendre un recours avant ou pendant ou après, à tout le moins. C'est impossible. Mais si on doit aller jusqu'en 2017, nous soumettons que c'est probablement en grande partie à cause de cette immunité-là, parce qu'il n'y a pas d'intérêt à négocier de la part des entreprises de ce loisir, des propriétaires, de ceux en fait qu'utilisent les usagers de ces pistes-là. Qu'est-ce qu'il y a de différent entre 2004 et aujourd'hui pour appuyer notre propos? Il y a une décision importante que la Cour suprême a rendue dans l'affaire Ciment-Saint-Laurent qui est venue confirmer le droit que les citoyens ont à vivre dans un environnement exempt de nuisances, et j'insiste, anormal, et toute la nuance, elle est là. Le droit n'est pas mal fait. La Cour suprême a rappelé qu'il s'agissait d'un droit séculier, pratiquement, mais que il n'y a pas d'abus lorsqu'on exerce ou on applique ce droit-là qui prémunit les gens, parce qu'on parle encore ici, une fois, de nuisances anormales. Et je pense que ça vaut la peine de réitérer ou de réexpliquer peut-être à cette Chambre, à cette Assemblée, de quoi on parle ici quand on parle d'une immunité de poursuite. L'article 976, qui est écarté par le projet de loi que vous présentez, en fait, ce n'est pas un article qui est rédigé de manière à faire en sorte que les gens peuvent se protéger des inconvénients. C'est l'inverse. Le texte dit les voisins doivent accepter les inconvénients normaux de voisinage. Donc, en théorie même, c'est un peu les prétentions, les représentations qui ont été faites en Cour suprême. J'ai eu le privilège de plaider cette cause en Cour suprême pour les intervenants, les groupes environnementaux. Et c'est les représentations qui ont été faites, à savoir que ce n'est pas un abus de dire que les gens peuvent se prémunir d'un inconvénient anormal. C'est écrit, c'est l'inverse. Le droit de propriété est retiré aux gens
par cet article-là, dans la mesure où on doit accepter un inconvénient normal. C'est justement tout l'enjeu est sur la nature de l'anormalité de l'inconvénient qui est imposé. Lorsque l'on parle d'inconvénient anormal ou normal, je veux aussi situer ici ce qui a déclenché un peu le réflexe de ce gouvernement d'appliquer une immunité, l'affaire du Petit Train du Nord. Je voudrais simplement rappeler que dans cette cause, à l'origine, le groupe était défini comme étant tous les riverains à 200 mètres et moins de distance des pistes de motoneige. Or, le tribunal, après avoir entendu la preuve, pour juger effectivement du caractère normal ou anormal, a ramené cette distance-là à 100 mètres. Donc, quand je vous dis que c'est pas une disposition du Code qui crée un abus d'emblée, c'est une disposition qui est justement une disposition plus raisonnable qu'autre chose. Or, le gouvernement a décidé de sauter quand même et d'appliquer une immunité, même à l'égard d'une mesure qui d'elle-même avait été interprétée comme ciblant un périmètre. Et je devance un peu sur un des thèmes que je voulais aborder. C'est ce qui nous apparaît d'autant plus aberrant lorsqu'on lit le projet de loi et on voit que le gouvernement propose également, de son côté, que les futurs sentiers, la distance de 30 mètres étant jugée insuffisante selon même le rapport de la Commission des transports de juin dernier, donc on l'étend à 100 mètres. Et quand je dis aberration, c'est aberration parce que donc on s'entend, et les tribunaux et les parlementaires reconnaissent que 100 mètres est un minimum. Or, c'était la même distance qui avait été établie par la juge dans le Petit Train du Nord, mais qui a quand même conduit le gouvernement à imposer une immunité de poursuite aux propriétaires. Donc, c'est comme si tout le monde s'entend pour dire que c'est anormal, mais on va quand même empêcher les gens, on va quand même réduire leurs droits de propriété. Maintenant, je veux simplement aussi aborder cette question-là pour faire un petit rappel de l'importance, et pour ça qu'on s'attache tant à ce droit-là. On s'accommode relativement bien et trop bien, à notre avis, du retrait qui est fait de droits fondamentaux au niveau civil. Il faut se rappeler, pour les juristes qui ont fait leur cours de droit, on nous a enseigné que le droit le plus absolu du Code civil a toujours été le droit de propriété. Quand on lit la réforme du Code civil en 1994, le ministre Gilles Rémillard, dans les commentaires accompagnant la réforme, soulignait que depuis 1866, c'est un droit absolu qui a tendance effectivement à être limité aujourd'hui, limité, et je reprends les termes, limité dans l'intérêt collectif de protection de l'environnement. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai référé un peu à un passage de la Cour d'appel qui situe très bien les limitations au droit de propriété et l'esprit dans lequel on se doit de le faire aujourd'hui. La Cour d'appel en 93, à page 5 de notre mémoire, mentionnait « La protection de l'environnement et l'adhésion à des politiques nationales est à la fin de ce siècle plus qu'une simple question d'initiative privée, aussi louable soit-elle. C'est désormais une question d'ordre public. Par voie de conséquence, il est normal qu'en la matière, le législateur, protecteur de l'ensemble de la collectivité présente et future, limite parfois même sévèrement l'absolutisme de la propriété individuelle. Le droit de propriété est désormais de plus en plus soumis aux impératifs collectifs. C'est là une tendance inéluctable puisqu'au Québec, comme dans bien d'autres pays, la protection de l'environnement et la préservation de la nature ont trop longtemps été abandonnées à l'égoïsme individuel. Or ici, on suspend les droits de propriété, on coupe dans un des aspects du droit de propriété qui est une partie de la jouissance, non pas dans une perspective de protection de l'environnement ou de préservation, mais plutôt pour permettre qu'un loisir impose des inconvénients anormaux aux citoyens. J'ajouterais que même l'État n'a pas ce pouvoir que le Code civil lui confère. L'article 952 mentionne qu'un propriétaire n'est pas tenu de céder sa propriété si ce n'est pour une cause d'utilité publique et pour juste et valable indemnisation. Or, on se doit de reconnaître, pour notre part, que de permettre le loisir des motoneiges et des VTT sur des sentiers ne sont pas des causes d'utilité publique. Et c'est pour ça que dans notre mémoire, on a un mot très dur, mais une telle initiative de la part du gouvernement nous apparaît presque un abus de pouvoir législatif. Parce que dans d'autres circonstances, et je dis dans mon mémoire, pourquoi est-ce que le gouvernement n'a pas exproprié ces gens-là, tout simplement, de cette partie de jouissance-là, pour la simple et bonne raison que ce serait justement pas dans un intérêt public légitime? Alors, c'est évident qu'on ne peut pas, on n'expropriera pas ces gens-là. Par contre, on fait tout autant en leur disant tolérez l'inconvénient anormal tel que les tribunaux l'ont jugé et faites-le surtout sans indemnisation.
C'est l'effet pratique de l'immunité qui est donné actuellement. Je vais revenir sur Ciment Saint-Laurent parce que c'est vraiment une des causes. En fait, le Ciment Saint-Laurent est une des causes en droit de l'environnement les plus importantes des 30 dernières années. Peu de causes sont parties du Québec pour être décidées par la Cour suprême dans notre système de droit. Et c'en est une. La Cour suprême a décidé d'entendre cette cause-là, attendu l'importance qu'elle représentait. Or, dans l'affaire Ciment Saint-Laurent, c'est une cimenterie, pas loin de Québec, qui était poursuivie pour poussière, odeur et bruit. Donc, c'est quand même le même genre d'inconvénients qu'on rencontre pour ce qui est des bruits qu'on rencontre avec les motoneiges. Or, les constats ou les similitudes, il s'agit d'une activité tout aussi légitime et louable que la motoneige, probablement. Les retombées économiques pour une cimenterie sont tout aussi importantes, probablement, que n'importe quel autre secteur industriel. Ce qui a quand même amené la Cour suprême à reconnaître la primauté des droits des citoyens. Et plus que ça, la Cour suprême a également conclu, et je le mentionne en page 3, que ce régime-là, qui est écarté, somme toute, par la loi qui est proposée, il conclut, en dernier lieu, il importe de constater que la reconnaissance d'une responsabilité sans faute favorise des objectifs de protection de l'environnement et renforce aussi l'application du principe du pollueur-payeur. C'est ce qui nous amène à conclure dans notre mémoire que, alors que le rapport du comité de la Commission des transports de juin dernier s'intitulait « Pour un développement durable de la pratique », cet élément-là, à tout le moins, dans votre projet de loi, est tout sauf du développement durable. À tout le moins, il contrevient à deux principes tels que reconnus par la Cour suprême. Et il faut se comprendre, quand on va me dire, oui, mais les retombées économiques sont également partie de la définition de développement durable, tout à fait, mais elle l'était également, cet élément-là, dans le cadre de la décision de la Cour suprême. Une cimenterie vise également à faire du développement économique. Alors, à un moment donné, il faut sous-peser ces droits-là, et la Cour suprême a donné priorité à un régime de droit qui vient confirmer ces deux éléments-là de développement durable. Nous avons ajouté, dans notre mémoire, également d'autres facteurs qui, à notre avis, ne sont pas respectés dans la loi sur le développement durable par une telle décision. Entre autres, le principe de santé et qualité de vie, qui se définit comme suit. Les personnes, la protection de leur santé et l'amélioration de leur qualité de vie sont au centre des préoccupations relatives au développement durable. Les personnes ont droit à une vie saine et productive en harmonie avec la nature, ainsi que le principe de prévention, qui n'est pas respecté. En présence d'un risque connu, des actions de prévention, d'atténuation et de correction doivent être mises en place en priorité à la source. Ici, ce n'est pas vraiment ce qu'on fait. Plutôt, on met en place un processus de médiation, j'y reviendrai, mais on nie essentiellement entre-temps le droit des citoyens tel que le Code le reconnaissait. Maintenant, je vais revenir sur, j'ai parlé de la distance minimale qui est imposée. Je suis content de voir qu'on s'entend à tout le moins sur le principe que 30 mètres est trop restreint, que 100 mètres devrait être la norme, mais on réitère qu'on ne comprend pas pourquoi à ce moment-là on applique ça, oui, aux futurs sentiers, mais ce faisant, on reconnaît donc que les sentiers actuels sont à l'intérieur d'une assiette ou qui est en théorie anormale. Les parlementaires le reconnaissent, les tribunaux le reconnaissent, mais on maintient pour autant l'immunité. Par contre, on nous présente un processus de médiation comme étant une alternative, on troque un peu l'immunité pour presque 13 ans pour un processus de médiation. Là-dessus, on est un peu critique également parce que la médiation existe déjà dans le système de justice. On ne troque pas une mesure d'accès à la justice ou une mesure alternative aux tribunaux pour des droits. Et la question que je pose, parce que je suis ici pour répondre aux questions, mais j'en poserai également une, qu'est-ce que ça changerait de réhabiliter l'immunité tout en maintenant la procédure de médiation? Il n'y a personne qui va vouloir, tout le monde va vouloir éviter les tribunaux, et c'est tant mieux. Et lorsque je lis le rapport de la Commission des transports qui dit, et si dans la mesure où ce mécanisme-là fonctionnera, on va lever l'immunité, mais c'est bien certain, il n'y aura pas de possibilité de conflit. C'est sûr qu'on est prêt à lever l'immunité dès lors que le mécanisme d'arbitrage a bien été. Mais ce que ça sous-entend également, par ailleurs, c'est que si le mécanisme de médiation ne fonctionne pas, on maintient l'immunité et ça sera au prix du droit des citoyens de devoir continuer à tolérer, si je peux dire, ou le mot est un peu faible, ces activités-là de nuisance telles que reconnues par les tribunaux. Ça fait le tour. Je vais plutôt laisser je ne sais pas si Christian voulait d'emblée ajouter quelque chose au niveau de l'application.
Peut-être un élément, si vous me permettez, juste une minute. Là. Allez-y, M. Simard. Oui, donc il y a un élément là-dedans on pense que la médiation, si elle n'avait pas été avec le côté, si elle avait été inversée, c'est-à-dire obligation, levée de l'immunité puis obligation de médiation aurait donné plus de résultats. L'incitatif à obtenir des résultats, quand de toute façon, tu as l'immunité, nous apparaît faible. Maintenant, pour l'intérêt de suivre ce dossier-là pour Nature Québec, on s'est impliqué beaucoup dans le dossier des parcs, des sentiers de motoneige. Vous savez, jusqu'à récemment, il y avait 120 km de sentiers de motoneige dans les parcs nationaux du Québec. Et la politique des parcs, normalement, ne tolérait pas les motoneiges. Puis, parce que cette politique-là, on a eu une volonté de l'appliquer, bien, il y a eu discussion, négociation, et le dossier est maintenant virtuellement réglé. Donc, c'est parce qu'il y a une politique qui dit, bon, les citoyens ont des droits, des parcs nationaux, c'est pas fait pour la pratique de motoneige, il y a moyen d'avoir des sentiers alternatifs, on a solutionné. Maintenant, c'est sûr que c'est 120 km, alors qu'on compte 33 000 km de VRM, là, on appelle ça des véhicules récréatifs motorisés motoneige au Québec, on estime environ 33 000 km, ce qui est énorme, là. Mais qui sont pas tous problématiques au niveau de la bande de 100 mètres. Mais nous aussi, on a l'intérêt, puis c'est intéressant pour le Québec de voir les expériences aux États-Unis, notamment au Vermont, au Maine, où il y a véritablement là, des politiques de bonne cohabitation et on n'hésite pas à planifier les sentiers de motoneige en fonction de ceux qui y résident pour éviter les dérangements, puis essayer d'avoir une certaine planification dans le réseau de motoneige. Et c'est là de notre intérêt parce que c'est une activité, faut pas l'oublier, qui est aussi une activité polluante. On n'est pas encore tout à fait à la motoneige électrique. Donc, c'est des activités avec des moteurs deux temps là, qui sont générateurs de gaz carboné. C'est des activités qui ont des conséquences environnementales importantes et c'est bien de s'interroger sur ces impacts au niveau du bruit, mais au niveau de l'environnement, puis d'essayer comme société là, de mieux encadrer sans l'interdire cette activité. Merci. Merci, messieurs. Alors, je vais donner la parole au ministre des Transports. Monsieur le ministre. Merci, Madame la Présidente. Monsieur Simard, Monsieur Bélanger, bonjour. J'ai pas vraiment de questions à vous demander. Vous êtes très clair. Dans votre mémoire, côté des droits que vous parlez d'immunité, nous, on a un rôle à remplir comme législateur à cause des retombées économiques et à cause des emplois qui sont là. Et je respecte que c'est votre deuxième fois que moi je vous écoute dans vos revendications et je les respecte beaucoup, mais ça ne veut pas dire que je suis d'accord avec vous du tout. Il y a des choses dans le projet de loi pour l'environnement. Il y a des argents aussi à partir de juin où les plaques de 2011, il va y avoir $1 sur 15 $, il va y avoir de l'argent qui va être mis de côté pour côté environnemental avec les fédérations des véhicules hors route, motoneige et VTT. Alors, je pense que notre gouvernement a un choix qui est difficile à faire, à prendre. Mais il y a beaucoup de Québécois qui font de la motoneige et c'est notre rôle d'essayer de trouver des solutions, de trouver un équilibre qui est difficile. Et je vous comprends. Je veux dire, je vous le dis bien honnêtement, je comprends votre position. Mais j'ai pas de questions vraiment à vous poser. C'est clair et précis. Vous êtes contre l'immunité. Nous, de notre bord, on est pour parce qu'on a des raisons pour le faire. Les voies à 100 mètres, on a des raisons aussi pour le faire, les nouveaux sentiers. Alors, ça me donne rien de vous poser des questions. Allez vous changer, de faire idée. Je pense que je perdrai mon temps. Mais je vous le dis, je me répète, je respecte votre opinion. J'ai lu votre mémoire la dernière fois et ce matin, alors, merci de votre visite et si jamais, et on souhaite tous qu'un jour il y ait plus d'immunité, je vous le dis bien honnêtement, je le souhaite, mais au moment où on se parle, il faut faire quelque chose pour que les gens peuvent continuer à faire un loisir que les gens aiment beaucoup. Merci. Merci, Monsieur le ministre. Monsieur Bélanger. Question. Simplement mentionner qu'un élément que j'avais pas omis, mais ce qui nous préoccupe énormément dans le principe de l'immunité, c'est le précédent que ça constitue. Précédent qui est d'autant plus inacceptable. Il y a quelques années, j'ai été l'avocat des citoyens qui ont fait de SOS Offord dans le dossier du Mont Offord, qui est également un dossier qui est lourd d'implication également, mais il y avait une question de principe ici qui était double en fait. Oui, on affectait l'intégrité d'un parc, c'était déjà une atteinte, mais le faire pour des
condominiums privés ajoutait, je pense, au geste qui nous avait semblé aberrant à ce moment-là. J'ajouterais ici que c'est à peu près le même principe au niveau de l'immunité qui est appliquée. Cette immunité-là est appliquée en contrepartie au bénéfice, en fait, d'une activité de loisir. Indépendamment des retombées, il n'y a pas d'activité industrielle qui n'a pas de retombées économiques. Et on l'avait vécu, vous avez dit, Monsieur le ministre, c'est pas la première fois, on l'a fait dans le dossier de l'agriculture. C'est vrai, puis je dis que moi, personnellement, ça ne le justifie pas plus, bien qu'il est beaucoup plus encadré au niveau de l'agriculture parce que c'est des activités seulement autorisées par le ministère de l'Environnement. Mais par ailleurs, c'est une activité qui, on pourrait le penser, est peut-être légèrement plus légitime parce les agriculteurs vont nous dire, il faut quand même amener le pain et le beurre sur la table des Québécois. Il faut nous permettre le droit de produire, finalement, mais le droit de circuler à motoneige. Ce qui nous fatigue beaucoup dans le précédent de l'immunité ici, c'est que c'est pas étranger à aucune autre industrie au Québec. 976 ça s'applique à toute nuisance, quelle qu'elle soit. On l'a vu, la Cour suprême s'est penchée sur un problème de cimenterie. Or ici, malheureusement, le gouvernement choisit, je trouve, un mauvais cheval parce qu'on l'applique en plus à une activité de loisir. Et donc, la porte est ouverte, finalement, à ce que les mines en aient tout autant, à ce que les activités forestières, nommez-les, toute activité industrielle majeure au Québec devrait être à l'abri de cette disposition-là du Code civil. Et c'est l'effet précédent qui nous préoccupe beaucoup. Monsieur Bélanger, on va vous... Merci. Je cède... Est-ce qu'il y a d'autres questions? Monsieur le député... de Chaumédé? Je vais me risquer une question, Mme la Présidente. Je ne sais pas si M. Bélanger va être de bonne humeur pour y répondre, mais je vais quand même me risquer une question. Page 8 du mémoire, je veux vous entendre parce que vous avez parlé, vous permettez certains commentaires, là, parce que dans Moulinette, vous passez les MRC aussi disant qu'eux autres, là, c'est des raisons économiques qui prennent des décisions, là. J'ai un petit peu de misère avec ça, là, avec tout le genre de commentaires qu'on entend là, de ce temps-ci à l'Assemblée nationale. On prête des intentions à du monde, puis il y a du monde qui sont là pour faire des jobs, pour prendre des décisions dans le meilleur intérêt des citoyens. Je tiendrai à vous rappeler que le rapport de la Commission de transport, c'est un rapport qu'on a fait. J'étais parti à ce rapport-là suite à des consultations, suite à l'audition, suite à l'écoute qu'on a eue de tous les groupes qui sont venus nous voir. C'est un rapport, il doit être adopté unanimement, donc tous les parlementaires, de tous partis confondus, étaient partis à l'adoption de ce rapport-là, après avoir écouté les gens qui sont venus nous parler au mois de mars. Là. Donc, c'est pas juste un bord, là, c'est pas tout blanc, puis c'est pas tout noir. Je reviens à ma question par rapport aux municipalités régionales de comté. Puis c'est la phrase qui m'a fait tiquer, là, c'est que vous comprenez mal que ce soit les MRC dans une région et vous lui prêtez des intentions, la troisième avant-dernière ligne, en disant que le pouvoir des municipalités de réglementer sur les territoires là, devrait avoir préséance sur toute décision régionale qui, pour des raisons économiques, souhaiterait maintenir une circulation risquée dont seuls les citoyens de la municipalité concernée feront les frais. J'ai l'impression, à lire ça, et je veux dire, enlevez-moi cette impression-là, là, que vous prêtez des intentions malveillantes à MRC disant qu'ils ne sont pas capables de régler les problèmes de la municipalité, alors que le travail, et le député de Bertrand pourra effectivement aller un petit peu plus là-dessus parce qu'il a été préfet. Le député de Chapelot aussi occuper ces fonctions-là, ils pourront vous dire qu'ils représentent l'ensemble des municipalités, de la municipalité régionale de comté. Et on a prévu dans la loi un mécanisme exprès de consultation. Si jamais la MRC veut passer un règlement, les citoyens peuvent se faire entendre. Fait que ce ne sera pas les cow-boys de la MRC qui vont décider pour des raisons économiques ou pour des raisons, toute autre raison que vous pourriez lui prêter, là, de prendre certaines décisions. Rassurez-moi que c'est pas ça que vous pensez. Dans ce que c'est que je lis, là, que vous avez écrit, là, que vous pensez que la MRC n'ont pas les mêmes buts ou n'ont pas les mêmes raisons ou n'ont pas les mêmes intérêts que les municipalités, puis que ça pourrait être pour des raisons tout autres qui pourraient légiférer là-dedans, malgré qu'on ait mis de l'avant un mécanisme là-dedans. Et ça sera ma seule question, Madame la Présidente.
Monsieur Bélanger, on va vous demander aussi d'être bref dans vos réponses. Merci. Vous rassurer sur ce que je pense. Je pense rien. Je ne fais que lire 47.2 qui dit que dans des cas donnés, les municipalités régionales de comté pourront adopter des règlements. Ces règlements-là auront préséance sur les règlements municipaux, notamment en matière d'environnement, de nuisances, de sécurité ou pour assurer la paix, l'ordre et le bon gouvernement. Donc, et ce sont des règlements qui favoriseraient, qui élargiraient les normes de circulation. Donc, ce que je fais juste comprendre quand je lis ça, c'est qu'une MRC pourrait adopter un règlement pour favoriser la circulation, nonobstant le fait que ce règlement-là peut porter atteinte à un règlement municipal qui viserait à protéger des nuisances, de la sécurité, de la paix, de l'ordre, du bon gouvernement et de l'environnement. Je fais juste lire ce qui est écrit là, je pense rien. Peut-être, si vous me permettez, Monsieur Simard. Un petit complément d'information. Ce qui est étonnant, c'est que c'est quand même une mesure assez exceptionnelle. Habituellement, puis on travaille beaucoup avec les MRC. Encore hier, on était en conférence téléphonique avec les deux unions sur des questions de gaz de schiste, pour ne rien vous cacher. Et donc, on travaille, on est très près et on trouve que c'est des structures, les schémas d'aménagement. On a beaucoup avancé au Québec avec la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Donc, on est tout à fait collaborateurs. Habituellement, le gouvernement donne des orientations. La MRC s'en sert dans l'élaboration de son schéma. À partir du schéma qui est adopté, la municipalité prend un règlement pour se conformer au schéma qui lui-même se conforme aux orientations. Dans ce cas-ci, c'est assez inusité de donner un pouvoir réglementaire par-dessus la réglementation de la communauté. Souvent, les principes d'impartition, ou on appelle ça aussi des principes là, qui veulent que les meilleures décisions se prennent au meilleur endroit. J'oublie le nom, voyons, on appelle ça... subsidiarité, merci. Merci. Donc, les principes de subsidiarité, c'est que la municipalité qui est directement dans des usages avec ses citoyens peut réglementer. Dans ce temps-là, il dit, elle serait peut-être trop près de ses citoyens résidents. Fait qu'on va mettre ça à un niveau supérieur, peut-être avec pouvoir consultation. Tout ça nous apparaît une logique d'exception, tout le temps. Et là, est-ce qu'on va commencer à légiférer au Québec toujours selon du clientélisme? Puis de balancer les droits globaux des citoyens selon leur force de lobby ou leur force de... Et là, à ce moment-là, je suis pas sûr si on va dans l'intérêt commun à toujours marcher par législation d'exception dans des mécaniques très bien pensées. Les préfets au Québec sont encore pas tous élus, au niveau, ils sont élus, mais pas élus comme préfets, là, ça existe dans quel MRC. Puis la mécanique d'équilibre est là, mais là, il me semble que ça déséquilibre le fonctionnement normal des régions, puis ça peut créer des conflits régionaux, puis des conflits entre communautés dont on n'a pas besoin. Tout ça parce qu'on veut absolument avoir un régime d'exception au niveau législatif. Et tout ça nous apparaît une mécanique un peu malsaine, entre guillemets. Merci. Monsieur Simard, merci. D'autres questions? Non. Je cède la parole maintenant au député de Gouin. Merci, merci Madame la Présidente. À mon tour de saluer Monsieur Bélanger, Monsieur Simard. Merci pour votre mémoire au nom du Centre québécois du droit de l'environnement. J'ai aussi eu l'occasion de lire le mémoire que vous aviez présenté au printemps dernier, qui était très, très étoffé. Vous dites dans votre mémoire qu'à la page 3, celui que vous avez déposé aujourd'hui sur la question de l'immunité de poursuite, que, à votre avis, le fait de la maintenir, ça contrevenait à la loi sur le développement durable, et vous dites que ça contrevient à 5 éléments de la loi. J'aurais aimé ça, puissiez m'expliquer plus longuement pour quelles raisons vous considérez que ça contrevient à la loi. Monsieur Bélanger? Oui. Mais dans un premier temps, je vous ai fait le parallèle. L'immunité en question ne vise qu'une seule disposition dans le Code civil, c'est l'article 976. C'est la seule disposition qui a été interprétée par la Cour suprême jusqu'à maintenant au Québec. Et en interprétant cette disposition-là, il y avait tout un débat devant la Cour suprême sur la primauté du droit statutaire, la loi sur la qualité de l'environnement, par exemple, qui fixe des normes, et des régimes généraux de responsabilité tels qu'on retrouve dans le Code civil. Et la Cour suprême, après avoir entendu la position, parce que la Cour d'appel avait une position diamétralement opposée, elle avait dit non, la préséance relève de ces lois statutaires-là, et le Code civil devrait être accessoire, et c'est pas vrai qu'il devrait mettre en place un régime autonome de contrôle et de responsabilité. Je ferme la parenthèse. C'est un peu technique, sauf que le résultat final, c'est que la Cour suprême, en validant
cette disposition-là qui est par ailleurs écartée par le projet de loi, a dit ces dispositions-là c'est une disposition qui met en œuvre deux des principes du développement durable. Il ne dit pas développement durable dans le jugement, mais ils disent le principe pollueur-payeur et le principe de protection de l'environnement. J'ajouterais qu'il réfère également à un troisième élément qui est l'internalisation des coûts environnementaux. Autrement dit, ces éléments-là, lorsque tu dis comment ça s'applique, ça devrait s'appliquer en pratique, c'est qu'effectivement, si les motoneiges imputent un inconvénient anormal, on ne parle pas de l'inconvénient normal de cette activité-là, on parle ici des situations qui sont anormales en droit. Au lieu de faire payer indirectement les propriétaires qui doivent tolérer cette activité anormale-là, comme on le fait avec le projet de loi, on devrait internaliser le coût. Ça veut dire que s'il en coûte quelque chose additionnel pour les déplacer, qu'on les déplace, il faut établir de nouveaux parcours, la priorité devrait être non pas de faire supporter ça à des propriétaires, mais plutôt de tout faire pour les enlever. Et c'est là que je dis, après, ça va faire 13 ans qu'on a une immunité. Un des principes que je mets dans mon document, c'est que pour la plupart des gens au Québec, le seul bien de valeur qu'ils vont avoir dans leur vie, c'est une maison. Une maison. Mais donc, j'en ai déjà une maison pour 30 ans, moi, dans ma vie. Mais le tiers de ce temps-là va avoir été imputé à des activités de loisirs que je n'ai pas choisies. Et, je veux dire, entre le coût d'une habitation pour moi et le coût d'une motoneige, il n'y a pas de commune mesure. Et je dis, ces principes-là, on y porte atteinte. On porte également atteinte aux autres principes qui sont mentionnés ici. Or, lorsque je le mentionne, l'article 1 de la Loi sur le développement durable devait viser à assurer la cohérence des actions gouvernementales en matière de développement durable, ainsi qu'à favoriser l'imputabilité de l'administration en la matière. Et on estime, nous autres, que de façon assez rapide, de balayer des droits des citoyens au Québec, c'est pas la façon la plus responsable de la part d'un gouvernement. Monsieur le député de Gouin. Dans le projet de loi 121, il y a un chapitre qui porte sur le traitement des plaintes et de la médiation. Vous y avez fait référence dans votre mémoire. On a eu l'occasion également d'entendre les représentants du barreau du Québec qui sont venus nous rencontrer mardi. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'entendre leur témoignage. Eux avaient suggéré au printemps dernier, et ils l'ont fait à nouveau cette fois-ci, qu'il y ait, au terme du processus de traitement des plaintes, médiation, qu'on instaure un processus d'arbitrage. Eux évoquent le fait que ils sont favorables à un processus de médiation, afin d'éviter la judiciarisation, mais qu'au terme de ça, il faut qu'il y ait un processus d'arbitrage dans le cas où il y a mésentente au niveau de la médiation, puisque si les parties ne savent pas qu'au terme de la médiation, il y a une possibilité qu'un arbitre tranche le litige, est-ce que les parties ont intérêt à s'entendre? Moi, j'aurais aimé ça vous entendre sur cette question-là. Est-ce que vous pensez que l'idée du barreau d'ajouter au projet de loi une mesure qui ferait en sorte qu'il y ait un processus d'arbitrage au terme de la médiation, vous pensez que c'est une bonne avenue qui permettrait à tout le moins de faire une avancée par rapport à ce qui est présentement dans le projet de loi? On est sur des mécanismes alternatifs aux tribunaux. Je le dis, je suis tout à fait ouvert à tout mécanisme qui permettrait d'accélérer la façon d'obtenir des décisions, parce que c'est vrai, les tribunaux, c'est une procédure coûteuse, ça engorge les rôles devant etc., etc. Mais le résultat final vise à faire quoi? Est-ce que le résultat final vise à déterminer des pistes alternatives ou vise à obtenir une indemnisation pour les gens qui se voient incommodés? Parce que moi, j'ai des téléphones de gens ils veulent déménager maintenant parce que 2017, là, c'est trop loin. C'est nettement trop loin, dépendamment du processus qu'on leur donne. Alors, j'en suis beaucoup sur, j'ai pas de problème, mais réhabiliter l'immunité à ce moment-là. Ce que vous proposez, c'est un arbitre qui va trancher. Il tranchera. Il va trancher les droits aussi des gens qui auraient accès aux tribunaux, mais qui ont la pleine jouissance de leurs droits civils. Je ne vois pas comment et pourquoi on troque le droit des gens pour une procédure d'arbitrage. Parce qu'entre autres, la question que je vous pose, c'est cet arbitre-là va trancher sur quelle base juridique? Est-ce qu'il va trancher dans un contexte où les gens n'ont plus de droits de toute façon? Ou il va trancher dans un contexte où, effectivement, parce qu'un arbitre, c'est ça que ça fait. C'est comme un tribunal, mais plus accessible. Alors non, je suis d'accord avec ces mécanismes-là, mais au contraire, je vois raison de plus pour réinstaurer l'immunité. Et après ça, allons-y dans des mécanismes alternatifs, j'ai absolument pas de problème. Monsieur le député de Gouin. Je voulais
Est-ce que vous vouliez intervenir, M. Simard, ou voulez-vous intervenir? Allez-y. Prescription, naturellement, c'est quand on dit d'annuler l'immunité puis de réintroduire le droit, là, juste pour être sûr que on se comprenne bien, là. Donc, ces mesures-là, pourquoi pas revenir à la situation normale, donc ne pas être en situation d'immunité. Et là, les processus de médiation puis les processus d'arbitrage ont un sens parce qu'il y a un équilibre dans le droit entre les deux parties. J'allais dire que quand il y a eu la volonté là, de protéger les parcs, mais comme c'était clair que dans ces endroits-là, il ne devait pas avoir de pollution ou quoi que ce soit, bien, ça a favorisé la négociation puis la voie d'alternative. Et là, on est plutôt dans complètement l'autre. Puis il faut bien voir aussi que c'est pas les 33 000 kilomètres de sentiers là, qui sont problématiques. Là. La transgaspésienne, puis c'est pas on n'a pas d'estimé précis, mais c'est pas 1 million de kilomètres. C'est pas les 3/4 des 33 000 kilomètres. On parle de situations particulières au niveau du Petit Train du Nord, dans le sud du Québec. On va bien s'entendre que c'est beaucoup dans le sud du Québec. Mais non, mais de favoriser là un bon voisinage sur la base du respect des droits individuels, je pense que ça peut se faire pour trouver des scénarios alternatifs pour la pratique d'un loisir. Il y a d'autres législations qui l'ont fait. Peut-être un peu plus de créativité. Je trouve que c'était la solution facile de dire les tribunaux ont dit c'est pas possible, là, et les citoyens ont des droits, donc on enlève les droits des citoyens. Je trouve que c'est une solution qui est facile, qui est pas créative, puis qui fait en sorte que les droits des citoyens sont facilement troqués. Puis des droits individuels, puis des droits de propriété, quand c'est troqué si facilement, c'est dans une société démocratique, c'est toujours inquiétant. Je veux juste ajouter... Monsieur Maître Bélanger? Oui, juste ajouter un élément. Est-ce que le diagnostic a été fait par les gens qui ont abouti avec un projet de loi comme ça pour expliquer comment ça se fait qu'en 6 ans, on n'est pas arrivé à déterminer des scénarios alternatifs? Et si ce diagnostic-là a été fait, j'ose espérer que la seule réponse aux problèmes qu'on a rencontrés pendant 6 ans était le maintien de l'immunité et un processus de médiation. Parce que si c'est pas ça, et ça, je n'ai pas de réponse à ça, mais je suis étonné de voir qu'on remet en place le même contexte qui fait qu'on est dans un cul-de-sac depuis 6 ans. Et c'est ce qu'on dit. Une des choses, ça serait-tu pas de ramener le droit des gens de manière... Parce que j'ai appelé l'avocat qui a plaidé le Petit Train du Nord, j'ignorais qu'est-ce qui s'était passé. Il m'a dit, c'est parce qu'on n'a pas seulement obtenu des dédommagements, mais il y a eu une injonction. Ça n'a pas été long, ils ont trouvé des pistes alternatives et maintenant, ça circule encore dans le Nord. Il n'y a pas une calamité, l'activité économique roule encore, mais les gens ne sont pas importunés. La question que je pose, c'est est-ce qu'on a fait ce diagnostic-là avant d'arriver à la seule conclusion que la seule façon au Québec d'y arriver, c'est d'enlever le droit à des propriétaires? Monsieur le député de Gouin? Oui, je me permets quand même de vous rappeler que du côté de l'opposition officielle, en 2006, on avait voté contre le projet de loi parce qu'il maintenait l'immunité. Et qu'au départ, l'immunité devait être pour une période de 18 mois. Avec le projet de loi tel qu'il est présenté, on nous parle d'une immunité pour une période là, qui maintenant va être une période de 13 ans, telle qui est formulée dans le projet de loi. Si je vous ai bien compris, vous, ce que vous nous dites, c'est que, au fond, vous souhaitez que vous n'avez aucune objection à ce qu'il y ait un mécanisme de traitement des plaintes, médiation, puis un arbitrage au terme de si la médiation ne donne pas ses fruits, mais que vous souhaitez également que le gouvernement lève l'immunité. C'est ce que je vous ai bien compris. Michel Bélanger. Je vous dirais que si l'immunité est levée, je serais curieux de voir si dans 13 ans, on va être encore ici. On ne sera plus ici dans 13 ans. Les pistes alternatives vont avoir été trouvées et tout le monde va vivre dans une certaine harmonie. En fait, je pense que le statu quo actuel que vous proposez pour 13 ans, justement, va donner l'effet inverse. Ah, vous vouliez intervenir? C'est beau. Non, ça va. Monsieur le député de Gouin. Oui, une autre question. À l'article 8 de la loi, on propose une modification afin qu'à compter du 1er janvier 2020, les véhicules hors route qui n'ont pas de moteur 4 temps ou un moteur 2 temps injection directe ne pourront pas circuler dans certains lieux, à moins qu'ils soient autorisés par règlement de la part du ministre des Transports. Qu'est-ce que vous pensez de cet article-là, puisque souvent, dans le fond, les plaintes des riverains sont liées soit au fait que ils trouvent que c'est des véhicules qui sont polluants,
ou encore que ça a un impact sur le plan du bruit, donc ça dérange la quiétude des riverains. Est-ce que vous croyez que ce délai-là, de donner une période de 10 ans pour interdire la circulation d'un certain nombre de véhicules hors route qui ne respecteraient pas un moteur 4 temps ou moteur 2 temps injection directe est suffisante, ou à votre avis, ça devrait être un délai beaucoup plus court et que le Québec devrait imposer des normes plus sévères? Maître Bélanger ou M. Simard? Un petit complément, oui. Dans ça, effectivement, on est dans un déséquilibre, je pense, puis on a, c'est ça, on aurait pu trouver des solutions dans le cadre du respect des droits des citoyens à une propriété, puis à une jouissance, puis à une vie paisible près de leur résidence. Puis on aurait pu trouver des incitatifs pour trouver des sentiers alternatifs. Donc, c'est sûr que partant de là, toutes les autres mesures nous apparaissent un petit peu faibles, mais surtout sur 10 ans, alors que je pense que tout ça est un... Donc, ça donne un projet de loi qui est débalancé au niveau des droits et qui donne énormément de temps pour tolérer l'intolérable, c'est-à-dire des situations dans certains cas là qui sont... Mettez-vous à la place des gens, là. C'est trop facile des fois de dire, ben nous autres, ça nous touche pas. Mais les citoyens que ça touche, personne, on doit être à l'abri de ça. J'aimerais pas, moi, me retrouver, c'est sûr que ça risque pas trop d'arriver sur le boulevard Louis XIV à Charlesbourg, mais il reste que j'aimerais pas ça, me retrouver là à 10 mètres, 15 mètres d'un sentier de motoneige, puis d'avoir aucun droit, là, puis d'élever ma famille là-dedans, puis pas être nécessairement capable de vendre ma maison à un prix correct, puis de tolérer l'intolérable, là, c'est pas pour personne, là, c'est sain. Et on n'aimerait pas ça que notre mère, notre cousin, notre beau-frère, nos amis vivent la même chose. Et de lever ça, là, un peu d'y aller légèrement, là, puis en continuant, puis en mettant des mesures à si long terme avant l'amélioration, ça fait quelque chose qui est totalement déséquilibré, peu respectueux des droits des citoyens. Et ça nous crée chez nous un profond malaise. Si je peux ajouter un élément. Voyez-vous, cette mesure-là de 10 ans, je pense que je la comprends. Il faut on change une industrie, il faut y donner le temps et tout ça. Bon, le 10 ans est là. Sauf que si effectivement ces moteurs-là sont si performants, ça réduirait la nuisance au niveau du bruit et probablement que il y aurait plus de problème de risque de litige énorme. C'est à peu près c'est une mesure alternative complémentaire à celui de déplacer les voies de 100 mètres. Sauf qu'il y en a une c'est jusqu'en 2017 et 10 ans, ça nous amènera en 2021 où on commence à avoir des nouvelles motoneiges, comme dit Christian, les délais sont hors de proportion, mais c'est pas un contre l'autre. Je veux dire, à quelque part, la mesure que je vous propose en levant l'immunité, elle est immédiate et je vous dirais même que si on arrive à trouver un terrain, des sentiers alternatifs en deçà, au-delà de 100 mètres, qui était d'ailleurs la distance que la Cour avait établie comme étant normale, je veux dire, maintenez-les les moteurs à 4 temps, si vous voulez. Et si on les transforme, c'est plutôt pour des économies d'essence ou des choses comme ça. Probablement que la nuisance va avoir disparu de toute façon. C'est pas une mesure à la place de l'autre. Et si c'était présenté comme ça, on vous dirait effectivement que c'est beaucoup trop loin, c'est encore plus loin que 2017. Monsieur le député de Bertrand? Oui, merci, Madame la Présidente. Moi, c'est surtout des réflexions que je veux apporter, et puis peut-être que vous pourrez réagir. Toute la question, écoutez, le projet de loi qui est sur la table présentement, c'est le fruit de la réflexion de la Commission des transports. Il y a une série de recommandations qui ont fait l'unanimité, qu'on retrouve là, très bien dans le projet de loi. Là où on ne s'entend pas, puis le ministre le sait, c'est que depuis 2006, nous, on a dit que l'immunité aurait dû être levée, puis ça, le ministre sait que l'opposition concernant l'immunité, là, il sait de quel côté, dans quel camp on est. D'accord? Mais maintenant, pour le reste, pour ce qui est ce qu'on retrouve dans le projet de loi à propos des amendes, à propos de ci, à propos de ça, on est pas mal tous sur la même longueur d'onde. Il y a peut-être des petits amendements à apporter. Concernant les distances, parce que là, vous avez parlé des distances, vous avez dit à un moment donné, dans le projet de loi, on parle de 100 mètres pour les nouveaux sentiers, mais c'est aberrant parce qu'on conserve le 30 mètres. Il faut bien comprendre que dans un réseau de 33 000 kilomètres de route, il y a des sentiers qui sont en place depuis des années, où il y a eu des droits de passage, il y a eu des ci, puis il y a eu des ça. C'est difficile à un moment donné de dire, regardez, à partir de l'année prochaine, ces sentiers-là, on les relocalise pour trouver des espaces de 100 mètres. Il faut être capable de comprendre qu'il y a des choses qui existent déjà, et puis qu'il y a eu des droits de passage d'accordés, puis il y a eu des négociations. Alors là-dessus, c'est sûr que lorsqu'on parle de 100 mètres,
c'est l'idéal pour les nouveaux sentiers, mais les sentiers existants où il y a eu des ententes, ben c'est un moindre mal. Il faut continuer à travailler avec ça. Et puis maintenant, je voudrais vous dire aussi, puis là je me fais un petit peu l'avocat du diable, je voudrais vous dire aussi qu'il y a des villages qui vivent de ça, de la motoneige. Il faut bien comprendre, là, il y a des gens qui vivent de ça, de la motoneige. Il y a des villages qui fermeraient au mois de novembre, qui réouvriraient au mois d'avril s'ils n'avaient pas de motoneige puis de touristes de quad ou de motoneige pour faire vivre le petit restaurant ou la seule station de service ou la petite épicerie. Je vous dis, ce sont des réalités. Puis, voire même dans les Laurentides, dans le sud du Québec, comme vous le mentionniez tantôt, là, d'accord? Alors, puis moi, je suis pas un adepte de motoneige, je suis un adepte de raquettes. Je fais beaucoup de raquettes. Mais au bout de mon terrain, au bout de ma terre, il passe un sentier de motoneige qu'on appelle la 33, la 43, c'est une Trans-Québec, là. Et puis, à un moment donné, j'ai vu l'évolution. Je sais qu'on a rencontré les gens de l'industrie hier. Ils nous ont parlé des machines qui deviennent de plus en plus non polluantes et de moins en moins de bruit parce que c'était des points extrêmement importants. Parce que dans votre exposé, M. Simard, vous avez semblé dire, là, vous avez insisté sur les moteurs 2 temps polluants là, qui existent. C'est sûr qu'il en existe encore, mais il va en avoir de moins en moins parce que toute une évolution dans l'industrie présentement. Il y a même des moteurs 2 temps, puis hier, je l'ai appris de Bombardier, nouvelle génération non polluants avec presque pas de bruit. Alors bon, ça évolue beaucoup dans ce domaine-là. Comme je vous dis encore, je ne suis pas un adepte de la motoneige, mais à quelque part, je sais que vous n'aimez pas l'entendre, là, mais au niveau économique, là, c'est très important. C'est très important. Moi, je pense qu'il faut trouver la façon d'avoir une symbiose entre l'industrie et puis le côté environnemental puis les citoyens. Bon, alors ceci dit, c'était mon exposé. Mais concernant l'immunité, le ministre le sait, nous, on va s'opposer aux articles qui parlent de conserver l'immunité. Le ministre le sait, on ne s'en est pas caché. Mais pour le reste, là, il y a des choses qui sont intéressantes dans le projet de loi et qui font consensus au niveau de la commission. C'est ce que je peux vous dire. Si vous voulez réagir sur mes propos, allez-y. Maître Bélanger, oui, il reste à peine 3 minutes. OK, je vais être rapide. Peut-être un commentaire sur les retombées économiques. Je l'ai mentionné, je réitère, je doute pas que ce soit une activité économique rentable dans certaines régions. Et le fait de rétablir des droits et de négocier des chemins alternatifs, ce ne sera pas l'hécatombe ici, on va simplement déplacer la situation. Par contre, je maintiens et j'en ai contre le fait que vous dites les citoyens, nous autres, on propose le 100 mètres parce que 30 mètres, dans certains cas, c'est inacceptable, mais on est pris dans certaines régions avec le 30 mètres, mais c'est justement, il y a un choix qui est fait ici. C'est-à-dire qu'à la fois, les parlementaires reconnaissent que 30 mètres impose des inconvénients normaux, les tribunaux l'ont mentionné, mais ça n'empêche pas qu'on vit avec une immunité. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui paye quand même ce prix-là, et on le fait payer simplement à des propriétaires individuels au bénéfice d'une économie régionale, mais c'est pas il faut pas le prendre comme un ou l'autre. C'est dans combien de temps on peut se payer le luxe de brimer une catégorie de citoyens plutôt qu'une autre, plutôt que de revirer rapidement puis de négocier effectivement des pistes alternatives. C'est surtout ça qui nous inquiète. 2 minutes et demie, Monsieur le député de Bertrand. Monsieur Simard, très rapidement. Très rapidement, c'est parce qu'à un moment donné, on nous a dit, quand on parlait des 120 km dans les parcs, que ça allait tuer l'industrie et que c'était plusieurs millions. Tu sais, à un moment donné, dans la motoneige, il y a l'UPA qui dit, si vous ne donnez pas notre argent, on va couper les... Tu sais, à un moment donné, là, ça devient, dans le débat social, on a des maudits problèmes, là. Maintenant, il est clair et net, là, qu'à un moment donné, quand la situation est abusive, le droit d'aller dans les tribunaux, là, permet de rectifier, mais les gens vont pas aux tribunaux pour le plaisir, là. Il existe des solutions. Maintenant, la législation doit inciter les gens à les trouver. Là, c'est une législation qui nous apparaît paresseuse au niveau de l'immunité, puis dangereuse au niveau des droits des citoyens. Et c'est là puis là, de dire globalement que l'économie régionale tombe si l'immunité est annulée, je trouve que c'est une équation qu'on peut pas dire, puis qu'on peut pas faire. Merci, M. Bertrand. Permettez que je réagisse. J'ai jamais dit ça. Okay. J'ai pas dit ça. Là, vous avez noté mes paroles. Moi, j'étais sur les propos de M. Bélanger. Okay. Et puis, je veux juste... Merci, madame. Je veux juste rassurer M. Bélanger, là, dans la MRC où je suis ou dans la région où je suis, là, c'est dans les Laurentides, mais MRC des Laurentides, la MRC des Pays d'en haut, nommez-les, le long du Petit Train du Nord. Il y a eu beaucoup de travail quand même. Vous avez parlé du contournement par rapport suite au jugement Langlois. Il y a des discussions pour des contournements
pour faire en sorte que les citoyens ne soient pas pris dans une situation où... Alors, il y a beaucoup de travail qui se fait, mais c'est très urbanisé. C'est de plus en plus urbanisé dans ces MRC-là. Et puis, voire même, il y a des toits de montagne qui sont hypothéqués, là, puis ce qu'on veut pas. J'ai signé la charte de protection des visuels pour les montagnes. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a du travail qui s'est fait, énormément de travail qui s'est fait, des sentiers de contournement. Il va y en avoir d'autres, mais ça n'a rien à voir. Là. Je mets l'unité de côté. Là. Vous avez interprété mes paroles, j'aime pas ça. D'accord, merci. Je suis désolé. Monsieur Simard, pour une demi-minute. C'est beau. Merci. Monsieur Bélanger et Monsieur Simard, merci de votre présence à la commission. J'invite maintenant la Fédération des clubs de motoneige du Québec à prendre place. Minute.